appelé David Thévenot. Donc, David, viens, voilà. Alors, par contre, peut-être tu auras besoin. Voilà. Pitch, je ne suis pas habitué, je ne suis pas encore ni député ni sénateur. Peut-être que ça viendra un jour. Est-ce que c'est une ambition? Non. Personnellement, non. Je m'investis corps et âme dans mon entreprise. Ok. Alors, David, je me souviens l'année dernière, tu avais participé à une table ronde sur la CSRD, c'était côté assureur. On avait évoqué, alors le livre blanc, il y avait celui de Pacifica, il y avait le livre blanc de Covea sur la réparation durable. Un an après, on en est où? Ça peut être intéressant que tu nous décrives un petit peu tout ça. Tout à fait, un livre blanc qui est paru en mai 2024 et qui nous a permis d'enclencher un certain nombre de choses. Donc déjà, on va faire un petit pas... Parle le plus près du micro pour les gens qui sont peut-être connectés. Ouais. Est-ce que tu veux... je vais prendre un micro. Non. Vas-y. Ouais. Donc un peu de verticalité et effectivement point de passage sur notre programme Réparation durable qui va parler à beaucoup de participants dans la salle. Et puis ensuite, on fera un petit pas de côté avec Julien et Olivier qui m'ont fait la gentillesse de me rejoindre. Donc ils feront la gentillesse de me rejoindre pour qu'on parle d'un vrai cas concret sorti d'un atelier, celui d'Olivier, suivi par le groupe Rodia, et qui vous permettra aussi de voir, de concrétiser, de matérialiser, pour ceux qui sont un peu loin de la réparation au quotidien, ce que ça veut dire une réparation remarquable, ou en tout cas une réparation à valeur, et vous verrez que les chiffres sont assez éloquents. Donc le programme de réparation durable, c'est structuré donc, après la publication du livre blanc. Alors vous ne le trouverez pas dans les librairies, si vous le voulez, je peux vous le communiquer. Il est en libre service sur le site de covea.fr, évidemment. En fait, c'est une synthèse suite à des interviews. Donc, j'ai en tête notamment la FRCI, Francisco Cruz, président de l'amicale des experts auto de Covea, et quelques personnes influentes de la profession qui sont venues témoigner. Il y a France Parbrise aussi qui est intervenue, de leur expérience, de leur connaissance en matière de réparation. Puisque la durabilité en automobile commence, selon nous, par la réparation. Et quand la réparation n'est pas possible, il faut avoir un réflexe, il a été développé depuis ce matin, c'est la pièce de réemploi. Donc 2 étapes, je répare tout ce que je peux réparer, et lorsque la réparation n'est pas possible, je dois avoir le réflexe de réemploi. Et c'est tout ça qui nous a permis de structurer un certain nombre de chantiers et de décisions, et on n'a pas une bonne raison de faire la durabilité chez Covea, on en a 10,7 millions. Donc c'est le parc assuré du groupe, donc au travers de nos 3 marques, qui fait qu'on se devait aussi de communiquer et d'être attentif à ce sujet et de faire savoir aussi tout ce qu'on pouvait réaliser en interne au sein du groupe. Donc là, c'est une slide que j'aime bien qui rappelle en fait qu'on est tous concernés. On a parlé des assurés, des clients, des sociétaires en fonction de nos entreprises. On n'a pas toujours la même appellation. Donc évidemment, le client est important. Le réparateur l'est tout autant puisque c'est lui qui va œuvrer pour réparer le véhicule. L'expert est un prescripteur sur beaucoup de sujets, mais en particulier sur la réparation et le réemploi. Les groupes d'expertise ont un rôle majeur pour rassurer, pour sensibiliser, pour démocratiser le sujet auprès des réparateurs. Les recycleurs, le marché du recyclage en France, c'est une pépite aussi, c'est une richesse pour la France de pouvoir développer, réindustrialiser un certain nombre de choses. Donc les centres VHU ont un rôle important. CESVI France également, et j'en parlerai tout à l'heure, a un rôle primordial pour acculturer les réseaux aux techniques de réparation. Et Dieu sait que les véhicules évoluent au quotidien et la technologie, l'électrification en est le témoignage. Et puis l'agrégateur de données, donc on a parlé de Darva et effectivement je rends aussi hommage à Darva qui joue un rôle essentiel, tout comme Essera, dans la démocratisation des informations, dans le partage et dans la valeur que ça peut donner. Donc là, ça c'est le point de départ, c'est tous les secteurs, toutes les zones de l'écosystème qu'on a souhaité adresser pour répondre à nos enjeux. Donc ça, c'était en 2024. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Bon, déjà, on a fait un 2e IBIS au mois de novembre qui nous a permis aussi de mettre la réparation durable dans ce symposium un petit peu à la fois national et international. Et c'était, pour certains d'entre vous, c'était un plaisir aussi de vous avoir à nos côtés. Donc ça a été quelque chose d'important. Donc l'acteur premier, évidemment, c'est le propriétaire du véhicule. C'est notre assuré, c'est celui qui au quotidien nous fait confiance et qui attend, nous, finalement, une cotisation raisonnable. Et c'est vrai que le marché français a la chance d'avoir des cotisations raisonnables en automobile, ce qui est de moins en moins le cas en habitation, puisque l'habitation souffre beaucoup, notamment des événements climatiques. L'automobile un petit peu moins, puisqu'elle peut bouger par définition, elle peut être protégée, elle peut être mise dans des garages quand il y a des événements de grêle, par exemple. Donc on communique à la souscription, on communique à l'ouverture des sinistres automobiles vers nos assurés, et on communique de plus en plus via aussi des réseaux sociaux,
ouvert des campagnes de publicité, notamment sur le réemploi, pour notre marque MMA. Donc ça, c'est un premier vecteur d'action, c'est de sensibiliser les clients. Est-ce que c'est une attente de leur part ou pas? En tout cas, nous, on est convaincus qu'on a un rôle important à jouer pour les embarquer. Au niveau des experts en automobile, donc, on a lancé en 2024 un test sur le secteur de Fabrice Robert. Donc c'est les Deux-Sèvres, la Vendée, la Loire-Atlantique et je crois qu'il y a le Maine-et-Loire. Donc un secteur où on a sensibilisé pour faire un laboratoire les experts, les carrossiers, pour leur dire réparez plus et on va vous accompagner puisqu'on va faire en sorte que dans les discussions que vous allez avoir ensemble pour définir les méthodes de réparation, il n'y ait pas de non-dit, il n'y ait pas de problème d'ambition et que la volonté de réparer soit matérialisée. Et s'il faut rajouter des heures, s'il faut rajouter 1 heure, s'il faut rajouter 2 heures pour éviter de commander une pièce neuve, il faut le faire. Et donc on a fait cet observatoire qui a tout de suite porté des fruits assez importants et on a généralisé ensuite à partir de septembre-octobre 2024 le réparer plus qu'on appelle chez Covea, donc le réparer plutôt que remplacer. Et donc ça passe aussi et beaucoup, et j'en profite pour le rappeler ici, par des échanges entre les hommes, l'expertise à distance que le groupe Covea comme d'autres assureurs ont développé dans les années 90-2000, aujourd'hui peut-être un frein à la bonne communication et interdit parfois le fait d'adresser une réparation plutôt que de sombrer dans une facilité qui est d'appuyer sur un bouton pour commander une pièce. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le réparer plus, donc ça, c'est le test que l'on a généralisé. C'est une politique tarifaire aussi, il faut se le dire, parce que pour réparer plus, il faut vraiment avoir les moyens en termes de nombre d'heures, mais aussi il faut que le T2, donc ça, je sais que Alain, ça va te parler, que le T2 soit au niveau de la rentabilité pour notre carrossier. Donc on est très sensible depuis 2 campagnes de négociation tarifaire à la valeur du T2, en mettant effectivement un petit peu plus de revalorisation que sur le T1, le T3 ou l'auto-peinture. C'est une volonté affichée du groupe Covea. Peut-être T1, T2, langage. Le T1, c'est dépose-repose, c'est ce qui permet de manipuler les pièces et préparer une réparation. Le T2, c'est le carrossier, le peintre qui exécute une réparation au sens strict du terme. Donc c'est un taux qui est important et un carrossier est sensible à son T2 et nous, on les accompagne pour faire en sorte que la valeur de ce taux soit forte. Et donc chez Covea aujourd'hui, on décorrèle complètement les 4 taux. Il n'est plus question d'avoir un taux unique, ce n'est pas dans notre stratégie et c'est ce qui nous permet aussi d'embarquer les réparateurs en leur disant vous allez renoncer à commander des pièces, vous allez être ambitieux sur des chantiers, sur des heures, et ces heures-là, on va les rémunérer différemment à partir de maintenant par rapport à ce qu'on pouvait faire dans le passé. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on a fait aussi avec les groupes d'expertise et puis les réparateurs, c'est qu'on a lancé un concours sur la réparation durable. On pourra en parler tout à l'heure. Et le cas d'usage qui vous sera partagé ne s'inscrit pas dans ce concours-là, mais c'est un dossier quand même significatif. Et le 11 décembre, chez CESV France, on récompensera 3 réparateurs, 3 experts, et on leur offrira des journées découvertes des 24 heures du Mans en juin prochain, donc dans un espace MMA particulier qui leur permettra de pouvoir profiter de l'investissement qu'ils ont eu. Et j'en profite pour remercier notamment les groupes d'expertise qui ont porté ce concours et qui ont fait en sorte qu'un maximum d'ateliers et de collaborateurs puissent être informés. Donc ça, c'est aussi un élément important pour faire plus en matière de réparation. Le nouveau réseau CVHU, on a eu l'occasion d'en parler à quelques-uns à la pause et certains d'entre vous sont dans le réseau cible Covea qui démarrera le 1er janvier 2026. Si on veut entretenir une circularité, si on veut agir et peser sur l'offre de pièces de réemploi, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de nos véhicules une fois qu'ils sont déclarés irréparables. La réponse que l'on a apportée, c'est de réduire le réseau et d'augmenter le cahier des charges. Donc on ne peut pas augmenter un cahier des charges sans réduire le réseau. Et les deux choses sont complètement liées, ne sont pas antinomiques. Donc on confiera à nos partenaires à compter de janvier plus de véhicules. On va passer en gros de 73 partenaires à 16 partenaires. Donc c'est pas rien. Ça nous oblige. Ça oblige nos partenaires aussi à être au rendez-vous puisque c'est des centaines et des milliers de véhicules qui vont être confiés versus parfois 30, 40, 50, 100 voitures. Donc on change de paradigme en matière de gestion de réseau et on attend beaucoup de nos carrossiers pour alimenter le marché du réemploi et en particulier nos carrossiers. Ça tombe bien parce que le groupe Covea a investi en juillet dernier dans un partenariat fort autour de la distribution de pièces, donc avec le groupe Faubourg. Donc c'est la nouvelle aventure Carrosity qui a été annoncée juste avant Equipoto. Ce sujet-là, moi je l'ai suivi depuis plusieurs mois. Pour moi, c'est très clair, c'est un sujet de pièces de réemploi. Covea n'a pas vocation à être un distributeur de pièces comme pourrait l'être le réseau AD, enfin autodistribution ou certains acteurs pure players de la pièce
comme Cora ou comme Saint-Amand-Serre-Zuy France. Ils seront, j'espère, sur notre plateforme. Et ce qui est important pour nous, c'est de mettre dans les meilleures conditions à la fois nos partenaires VHU pour trouver des débouchés. On parlait de démonter plus, mais démonter plus, ça veut dire vendre plus. Et pour vendre plus, il faut agir. Et donc on va agir avec eux pour démontrer qu'on peut effectivement démonter plus et que nos carrossiers, nos prescripteurs, les experts vont pouvoir s'intéresser à la solution. On ne l'a pas dit depuis ce matin, mais le réemploi, c'est de la pénurie au niveau automobile. On ne trouve pas des capots, des ailes, des portières comme ça. Et donc nous, on va faire en sorte que nos 55 à 60 000 véhicules irréparables par an puissent irriguer ce marché de la pièce de réemploi. Et on en attend évidemment beaucoup de succès. Un élément de pilotage aussi, puisqu'on est sur la rubrique pilotage, et Carrosity va nous permettre de mieux piloter, c'est l'indice de réparation durable. C'est en fait un indice qui va nous permettre dans le temps de suivre la progression, puisque comme l'a dit Christian Garret ce matin, pour s'améliorer, pour avoir des objectifs forts, il faut mesurer. Et pour mesurer, il faut un indicateur. Donc on a un indice qui est maintenant disponible avec des séquences de au moins 3 ans en arrière, et on fixe des objectifs à nos réparateurs. On partage avec eux, avec les experts, les performances locales, par réseau, par entreprise, par groupe, pour aller vers un point qui s'appelle 58% en 2028, sachant qu'aujourd'hui chez Covea, on est à peu près à 50,5%. Donc la route est encore longue. Ce 50,5%, grosso modo, c'est 44 à 45% de réparation, et le reste, 7 à 8% de pièces de réemploi. Et donc on va suivre les deux, puisque il y a des réparateurs qui réparent plus, mais on ne va pas leur en vouloir s'ils font un peu moins de réemploi. Et il y a des réparateurs qui font beaucoup de réemploi, mais qui réparent un peu moins. On va essayer d'homogénéiser tout ça sur l'ensemble des secteurs. Et puis, 16 Vie France, et je vais profiter de l'occasion pour faire un petit droit de réponse à Clotilde et à l'équipe Renault qui est intervenue ce matin, pour parler des kits de réparation. Donc les kits de réparation chez Covea, je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à pousser son utilisation. C'est des pièces qui ont été inventoriées, qui ont été recensées, qui ont été fabriquées par Grip 3D, selon le cahier des charges du constructeur Renault. Donc c'est pas un carrossier dans son atelier qui a acheté une imprimante et qui s'est lancé dans la production de pièces 3D. Et donc c'est quelque chose qui a été certifié par 16 Vie France, donc via soit en direct des outils qui permettent de vérifier la solidité ou la non-solidité, parce qu'il ne faut pas que la pièce soit trop solide non plus. En tout cas, qu'on respecte le cahier des charges du constructeur. Donc on en fait la promotion et on va continuer à en faire la promotion. Je remercie aussi le groupe Lacour qui a intégré dans ses applications l'information de l'existence d'un kit de réparation by Covea. Et pour conclure là-dessus, je vais quand même dire une chose. C'est vrai qu'on peut être frontière de la pièce qui vient du bout du monde, de la pièce qui n'est pas certifiée et probablement de la contrefaçon. Donc vous savez, sur l'automobile, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a de la contrefaçon. Donc soyez vigilants, partenaires Covea, réparateurs Covea, experts Covea. C'est évidemment les kits d'impression 3D qui sortent de Grip 3D et qui sont certifiés 16 Vie France qui sont recommandables. Les autres, je ne m'aventurerai pas à dire qu'il faut les utiliser, puisque là, pour le coup, elles sont probablement bien moins chères aussi, mais probablement pas aussi solides, et elles ne répondent pas au cahier des charges du constructeur. Parler de 16 Vie, c'est aussi se projeter sur 2026 et la suite. C'est la volonté d'accélérer sur les formations complètement intrinsèques à la réparation durable, donc sur les matières plastiques, sur les aluminiums. Donc 16 Vie a renforcé son programme et va adresser durablement aussi le sujet dans le temps avec notamment les carrossiers. Donc ça, c'est un premier point. C'est aussi beaucoup de recherche et développement autour, et je sais qu'on en parlera, Laurent, de la réparabilité des batteries. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Les véhicules électriques, ce n'est pas un véhicule comme les autres. On ne peut pas considérer qu'on va faire la même chose que ce qu'on fait depuis plus d'une centaine d'années sur les thermiques. Donc ça, c'est quelque chose de très très important sur lequel le groupe Covea investit énormément. Et pour faire cet investissement et être cohérent et se donner des ambitions, le groupe Covea a décidé, donc avec 16 Vie France, Christophe Petrinka et Nadia Bestaoui, d'agrandir un petit peu la structure, et elle va en fait être doublée. Il y a un bâtiment dédié aux véhicules électriques. On a parlé un petit peu de la sécurité, du stockage, de la mise en consignation. On ne peut raisonnablement pas continuer à traiter les véhicules électriques chez 16 Vie France sans avoir un outil de travail adapté qui va nous permettre aussi d'aller encore un peu plus loin sur la connaissance, sur la science, parce que ce domaine-là en manque cruellement. Et donc, petite annonce, donc, le permis de construire est déposé depuis le mois d'octobre, et logiquement, au premier trimestre 2027, ce nouvel outil lié aux véhicules électriques sera opérationnel et disponible pour nos réseaux, pour nos partenaires, et pour faire progresser la science en matière de véhicules électriques. Merci David pour ce point. Je ne sais pas si tu veux venir ici par rapport au slide. J'avais quelques questions justement sur les batteries, puisque tu en as parlé. Alors,
on voit que c'est un enjeu stratégique et finalement, CESVI se lance sur le diagnostic avancé. Oui, pardon, Dieu. Voilà, il suffit d'appuyer. Diagnostic avancé des batteries endommagées. Donc, c'est devenu un objectif prioritaire. On s'est dit, effectivement, Laetitia l'a rappelé, la batterie, c'est 50% de la valeur ajoutée du véhicule. S'il y a un petit choc, la batterie est-elle jetable? Donc, finalement, en tant qu'assureur, vous vous posez la question et vous allez étudier s'il faut vraiment changer la batterie. C'est ça l'enjeu. Oui, tout à fait, Laurent. Le point de démarrage un petit peu de ce sujet-là, c'est il y a plus d'1 an et demi, je pense maintenant. On a coup sur coup 2 Meganitech qui ont été classées économiquement irréparables. Donc on n'en veut pas aux experts automobiles qui ont pris cette décision-là. Pourquoi elles ont été classées économiquement irréparables? Parce que les airbags s'étaient déclenchés. Ces 2 Meganitech, quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup l'automobile pourrait se dire, quand je vois ces voitures-là, je vais l'acheter tout de suite. C'est des voitures qui avaient moins d'1 an, qui avaient très peu de kilomètres, qui avaient une valeur évidemment très importante. Mais il se trouve que le protocole du constructeur, qui peut être considéré comme un protocole un peu préventif, on est évidemment très attentif à ça, conduisait à mettre ces véhicules en irréparable. Donc on s'est dit, on va les garder ces voitures, on va les faire venir chez CESVI France. Et puis à cette période, on commençait à discuter avec une entreprise qui est très clairement sur la science des batteries, qui s'appelle Entreview. Et donc on a analysé ces batteries, on a fait de la R&D du coup autour de ces 2 véhicules. On a désintéressé le client, on l'a indemnisé, il n'y a pas de débat. Et ces voitures, elles sont encore chez CESVI, mais elles reviendront à la route très prochainement, sans aucun doute. Et donc, Entreview et CESVI France, avec déjà toutes ces connaissances en la matière, ont permis de définir que la batterie n'avait rien. La batterie n'avait rien, les 2 batteries de ces 2 Meganitech n'avaient rien. On était sur des chocs urbains. Je vous dis, ça se voyait un petit peu au niveau du pare-choc, et puis sur les ailes, il y avait une petite déformation, mais franchement, globalement, il n'y avait pas grand-chose à dire. En carrosserie, c'est des véhicules qui étaient à peu près autour de 8 000 € de travaux, des véhicules qui valaient encore 28-30 000 €. Donc, fort de ça, on a convoqué Renault, comme on discute évidemment avec Renault comme avec les autres constructeurs, mais Renault, il faut reconnaître, le parc français est quand même très électrifié Renault. Renault a aussi une disponibilité, une capacité à discuter avec son ingénierie qui est évidemment très importante, et Renault a répondu très vite à notre invitation. Donc les ingénieurs de Renault, certains étaient là ce matin, ont reconnu qu'effectivement cette voiture-là, le protocole airbag n'était pas forcément judicieux, mais bon, il n'y avait pas de réglementation au niveau des BMS et puis des calculateurs. Donc, en l'état de la science sur les batteries, il n'y avait pas grand-chose à faire de mieux. Donc, Renault nous autorise à les remettre à la circulation. Donc, ça, c'est un premier point positif. Et puis, est attentif à des futures situations qu'on pourrait soumettre à Renault pour faire en sorte de ne pas reproduire ce schéma. Et donc, fort de ça, effectivement, nous, on a une conviction chez Covea qu'on partage généreusement parce qu'on a envie d'embarquer aussi tout l'écosystème et nos partenaires autour de ça. C'est que le premier enjeu des véhicules électriques, c'est de faire en sorte de maintenir les batteries lorsqu'elles sont en bon état de fonctionnement. Et donc ça passe par des opérations de diagnostic, par des valises, par un peu d'ingénierie. Et donc avec Entreview, on a un appareil qui va bientôt être disponible, qui s'appelle un stickler, et qui va permettre de répondre en fait à cet enjeu. Et donc effectivement, une conviction, Laurent, à partager à tout le monde, c'est que veillons déjà à maintenir les batteries électriques dans les véhicules suite à collision raisonnable, on va dire. On ne parle pas d'un véhicule qui a fait des tonneaux ou qui a été immergé. Mais déjà, si on arrive à faire ça, et on pense que plus de la moitié des véhicules sont éligibles à ça, et quand le parc va grossir, 2035, on nous promet un quart des véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est plutôt 3%. Il faut absolument qu'on se saisisse de ce sujet-là pour convertir l'essai de la précaution, du diagnostic et de la raison. Parce que là, pour le coup, si on ne fait pas attention, on va gâcher un petit peu les ressources naturelles de la planète. Parce que dans ces 2 véhicules-là, et c'est ce que propose Renault actuellement, il faudrait mettre une batterie neuve. Et donc mettre une batterie neuve à 23 000 € sur un véhicule qui en vaut 28, plus les frais de carrosserie, on bascule en irréparable. Donc nous, notre conviction, c'est qu'on doit diagnostiquer les batteries et faire en sorte de pouvoir les maintenir dans les véhicules accidentés. Ça paraît une évidence. Dommage, Renault est là, mais sans être là, on ne peut pas leur donner la réponse. Mais ça paraît surprenant. Alors, est-ce que Renault a réagi en disant « Ah bah nous, ça nous intéresse de travailler avec vous sur justement travailler une logique, une réflexion et revoir des bons protocoles ?» Parce que ça, c'est un principe de précaution par rapport au manque d'expérience ou au manque de recul, je pense. Et la réglementation, puisque là, on a un autre exemple, c'est une Renault 5 qui a été crashée à 22 km/h il y a quelques semaines. Maintenant, les nouveaux véhicules ont un BMS embarqué. Le BMS, donc le véhicule a été transporté chez Renault, puisque aujourd'hui l'accès au BMS n'est possible que chez le constructeur. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est amené à se démocratiser, puisque c'est des outils qui doivent être grand public. Donc le BMS a révélé que le véhicule était OK.
alors qu'il était quand même à 22 km/h, et pour le coup, par rapport aux 2 Mégane, il était quand même un petit peu plus endommagé. Donc maintenant, nous, on va analyser la batterie avec 16 vies et puis Entreview pour voir quel est le verdict. Est-ce que la batterie aussi, d'un point de vue chimique, est complètement stable et n'est pas dangereuse à l'avenir? Il n'y a pas de risque notamment d'incendie. Et donc si tel est le cas, ça confirme qu'on est sur une direction positive par rapport au maintien des batteries. Admettons que Entreview et 16 Vies France donnent un verdict différent. Donc là, ça va évidemment nous questionner par rapport à la pertinence du BMS. Et imaginons des chocs un peu différents ou des vitesses un peu plus importantes. Est-ce que le BMS donnera toujours une réponse positive? Donc voilà, c'est là où le BMS est une réponse réglementaire à une situation. C'est ni plus ni moins que la règle de l'airbag un peu plus documentée, puisque c'est basé sur la décélération du véhicule. Et la décélération du véhicule, c'est un freinage important, c'est un choc évidemment, mais il y a plein d'autres situations qui peuvent expliquer que le BMS finalement soit donne un verdict OK ou KO, et qu'on ne soit pas non plus sur une science très exacte. Donc voilà, on a vraiment besoin de pousser la connaissance, la science en la matière, et nous on essaye de le faire via ces quelques véhicules qui passent chez 16 Vies France, et on va accélérer, puisque avec le nouveau bâtiment, on va se mettre aussi en configuration de poser des conditions diagnostiques, de poser des questions de réparation aussi. La réparation, c'est quelque chose qu'il faut regarder, mais on pense que c'est quand même pas la priorité numéro 1. La priorité numéro 1, c'est diagnostic et maintien des batteries. J'ai une dernière question, mais si jamais 16 Vies, tu diagnostiques la batterie, on considère que c'est viable, et que le constructeur dit non, c'est pas viable, et moi je ne garantis plus la voiture, qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'assureur qui est Covea devra se poser la question, est-ce que c'est moi qui dois prendre le relais pour garantir la batterie, ou est-ce qu'on doit aller devant les tribunaux? Est-ce qu'on doit se fâcher? Est-ce qu'on doit hausser le ton? J'en sais rien, je ne sais pas. J'imagine pas qu'on en arrive là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un enjeu économique tel qui est quand même énorme, hein, parce que la Renault 5 à 22 km/h, les airbags se sont déclenchés. Donc quelque part, ancien protocole, c'était véhicule à la poubelle. Protocole BMS, c'est véhicule qui peut être réparé. Donc là, c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc ça veut dire que Renault probablement via ce nouveau calculateur, adresse tout ou partie du sujet. Maintenant, l'incertitude que l'on a, c'est la répétition, c'est l'industrialisation de ce cas d'usage. Et donc, il faut qu'on observe. Il faut que chacun, dans nos compagnies, dans nos sociétés, dans nos ateliers, on soit vigilant, et on envisage assez rapidement, probablement, de démocratiser ce fameux cycleur et toute la science qui permet d'aller regarder l'état des batteries pour en tirer des enseignements, peut-être prudentiels ou pas, je ne sais rien. Mais en fait, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, pour répondre à ta question. Je n'ai pas plus de connaissances en la matière que nous tous. Maintenant, voilà, on avance et on met les moyens pour essayer de comprendre comment fonctionnent les batteries. Et puis ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est un enjeu industriel entre la France et la Chine, entre l'Europe et la Chine. Donc poser des batteries neuves qui viennent du bout du monde, ce serait peut-être plus intéressant de les conserver chez nous, de les laisser dans les véhicules. Et puis après, voir au niveau des recycleurs comment on peut les remettre en condition de sécurité pour qu'elle puisse être réutilisée aussi sur un futur véhicule. Une réflexion qui doit intéresser Hop, certainement, par rapport à cette vision, en tout cas. Voilà, merci David sur ce point. Alors ça, c'était la première partie. Première partie. Et donc la deuxième partie complémentaire, on va appeler Julien Deschamps et Olivier Mora. Alors, vous mettez... Alors par contre, c'est toi qui as le... Un zapette. Je ne sais pas, parce que, voilà, oui, n'ayez pas peur de vous approcher. Pardon. Voilà, alors on ne s'est pas rencontrés avant, donc on est en live. Alors vous allez vous présenter, il faut simplement appuyer sur le bouton. Voilà. Alors, qui est qui et qui fait quoi? Voilà, on va commencer par vous. Ah pardon, il y a une... D'accord. Mais là déjà c'est une présentation de chaque personne. Oui. Alors. D'accord, pardon. Donc je suis Julien Deschamps. Je suis en charge du développement et de la consolidation avec nos partenaires chez Rhodia. Rhodia, c'est une structure d'expertise qui est relativement récente, qui est jeune, qui va bientôt souffler sa première bougie, mais qui a aujourd'hui environ 850 collaborateurs, 80 agences, 75 millions de chiffre d'affaires, et présent sur tout le territoire. D'accord. Et vous êtes expert automobile? Et je suis expert automobile depuis... Oula, ça, on va faire l'impasse. On va pas le dire, mais ça va faire, ouais, ça fait assez longtemps. Donc en charge jusqu'à il y a encore peu d'une agence sur la région parisienne, sur l'Est parisien. D'accord. Et donc présentation. Alors moi, bonjour, Olivier Mora, donc réparateur agréé dans le réseau 5 Star. Pour la carrosserie en tout cas. D'accord. On va parler de réparation.
Et pour la mécanique, agent Peugeot depuis 2016. Ah bah tiens, là l'équipe en plus. Donc oui, en gros, moi j'ai repris donc ancien carrossier de formation, carrossier et peintre de formation depuis 94, on va dire. J'ai repris donc cette petite affaire en 2012. On était 3, voilà, et maintenant on est 12. Très bien, bravo. Merci. Et alors là, vous allez nous présenter concrètement un dossier. Là, on vous laisse agir. Expliquez-nous ce que vous nous présentez, quoi, en fait. Alors, on est un peu dans les conditions du direct là. Hein. Oui. On voit un véhicule qui a été réparé par la carrosserie du Bois de Combe. Donc, c'est un Ford S-Max avec un dommage sur la partie arrière gauche. Donc, vous voyez, on distingue très visiblement que l'aile arrière gauche est bien enfoncée de la partie inférieure jusque dans la partie centrale de l'aile, et que la porte arrière, où on voit les deux doigts là juste en dessous, c'est bien endommagé aussi, y compris on voit sur l'enfoncement, on voit aussi que l'armature de la porte a été détériorée. Donc c'est un dossier qui a été réparé par toi. Donc je vais avec la zapette. Je vise là-bas. Non. Voilà. Voilà. Elle connaît. On a un petit peu anonymisé. On a perdu les photos. Ouais. Là, on voit quand même qu'elle est endommagée. Hein. Donc là, on voit bien. Alors, on n'est pas dans le cadre d'une réparation remarquable, parce que bon, on n'a pas les photos ici. Mais les réparations remarquables, c'était sur des dommages, des chocs qui étaient très très importants, où là on était vraiment sur du sauvetage. Qu'est-ce qu'on appelle réparation remarquable ? Alors une réparation remarquable, très bonne question. La réparation remarquable, c'est une intensité qui est très très importante. Et au premier abord, pour simplifier, on se dit qu'il faut tout changer. D'accord. Voilà. Et là, on fait confiance au réseau de réparateurs carrossiers partenaires qui, de manière contradictoire avec l'expert, partent sur une méthodologie qui permet de sauver les éléments. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une réparation remarquable. Donc là, au niveau de l'intensité, on est sur une réparation un dommage qu'on va appeler usuel, c'est-à-dire c'est l'impact de tous les jours. Donc là, on voit ça, c'est le rapport d'expertise. On voit donc tous les éléments dans la liste des fournitures, à part un véhicule de remplacement, il n'y a aucune pièce. Quelques agrafes et puis les éléments pour le recyclage des déchets, mais tout le travail qui a été réalisé par Olivier, ça a été sur ce que disait tout à l'heure David, le T2, qui a été valorisé pour permettre la réparabilité des deux éléments. On a poursuivi pour l'info, pour que vous puissiez vous rendre compte. Juste revenir sur celle d'avant. Voilà. Il y a 2 autres chiffrages qui ont été réalisés. Donc, juste si on peut revenir sur la slide d'avant, le montant de la remise en état finale est de 1 220 €. Alors, il faut peut-être montrer là, parce que c'est pas évident de lire. Je me lève. Allez. Comme ça, les gens vont suivre. Pour ceux qui n'ont pas l'œil. Donc, ici, vous avez le montant des pièces. Hein. Donc, à part un peu d'agrafes qu'il a fallu suite au démontage des éléments et puis les recyclages déchets et mettre un petit peu d'anticorrosion, il ne faut pas que ça rouille. Le temps de main-d'œuvre T2 qui a été alloué pour pouvoir réparer l'ensemble est de 9 heures. D'accord ? Donc avec un montant de remise en état final à 1 220 €. Versus, là vous pouvez passer après, si on avait dû remplacer l'aile. Donc vous voyez que là, dans la partie des pièces ici, les montants, ils décollent très rapidement. On a une aile arrière gauche, ça vaut 880 € en neuf. D'accord ? C'est un élément qui est soudé, donc qui n'est pas facile à récupérer en PIEC ou en PRE. Plus les autres éléments, donc là, il faut aussi coller la partie vitrée, ce qu'on appelle la custode d'aile arrière, et les temps de main-d'œuvre qui sont en corrélation avec ce qu'on vient de se dire. Il fallait réparer la porte et changer l'aile. On arrive à 2 788 €. Et si vous regardez bien, le montant des pièces de rechange, ne serait-ce que le montant des pièces de rechange sur la solution 2, elle est au montant quasi de la réparation qu'a fait Olivier. D'accord ?
Le dernier exemple, c'est en remplaçant tous les éléments. On a vu tout à l'heure que c'était quand même bien déformé, y compris la porte. La porte était quand même suffisamment déformée pour qu'on se pose la question. Si on avait dû remplacer la porte et remplacer l'aile, alors là, on part directement sur une remise en état de près de 3 500 €. Donc on voit sur le slide suivant que la réparation de la porte et l'aile arrière par Olivier, il y en a pour 1 220. Remplacement de la porte et réparation de l'aile arrière, 2 788 avec un montant des fournitures qui est quasiment au montant du premier de la facture. Et le remplacement de la porte et de l'aile arrière, estimé à 3 417 € avec 1 932 € de fourniture. Donc voilà, quand on travaille la réparabilité des éléments, à quel montant on arrive à obtenir une remise en état. Et je pense qu'on peut applaudir Olivier pour Oui. sa réparation. Et Julien pour sa démonstration, avant de répondre évidemment à toutes les questions. Mais Oui, bon, moi je me pose une question. Alors, pourquoi on aurait tout changé puisqu'on s'est réparé ? Est-ce que ça veut dire que la réparation, on ne sait pas la faire, c'est pas systématique ? Pourquoi ? Parce que, en fait, vous allez être dans un contradictoire. L'expert va être dans le contradictoire avec le réparateur. Alors, j'aime bien expliquer que le contradictoire, c'est pas être en contradiction, c'est travailler ensemble à la réflexion de la meilleure méthodologie. Donc, ça veut dire aujourd'hui que ça démontre que la réparation est plus intéressante, bien évidemment. Donc, à partir du moment où c'est plus intéressant, on ne va pas changer les pièces de toute façon. Mais est-ce que ça veut dire que parfois, on ne trouve pas le réparateur pour réparer ? Voilà, pour bien comprendre. Alors oui, on peut en arriver là dû aux capacités de réparation de nos collaborateurs, en gros. La formation. La formation. On parle beaucoup du CSV, par exemple. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez beaucoup de carrossiers aussi qui, malheureusement, ont des capacités assez faibles. Ou alors même quand on débute. Moi, pour le coup, l'équipe, ça fait 10 ans qu'on l'a, et ils ont tous débuté. Donc, on les a formés au fur et à mesure. Et là, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont chez nous, donc ils sont au niveau level de formation et d'expérience dans des capacités d'arriver là, quoi. Ça veut dire qu'un jeune réparateur n'aurait pas été capable de réparer ? Ça aurait été beaucoup plus difficile, oui. Pour bien comprendre, je ne suis pas suffisamment technicien, mais qu'est-ce qu'il ne va pas savoir faire ? Taper de la tôle, comme on dit ? Oui, après, malheureusement, c'est un métier qu'il faut des années pour arriver à maîtriser les tôles, les mastiques et tout ce qui s'ensuit. Donc automatiquement, on va dire que, je ne vais pas vous mentir, sur les 9 heures, le gars, il en aurait passé peut-être 15-16. D'accord. Et ça devenait plus intéressant. Là, pour le coup, je ne peux pas vendre 16 heures de réparation. Et automatiquement, ça va basculer. Certains réparateurs, là, c'était une réparation, on va dire, un peu plus douce. Mais imaginons même un degré supérieur, où on va dire, imaginons, on serait monté à 12 heures que pour l'aile. C'est faisable, ça reste encore économique. Là, ça aurait été vraiment très compliqué pour lui, à mon avis. Alors, je vais m'adresser à l'expert. Quand on est dans une démarche comme ça, on fait du contradictoire. Alors, si on est face à un réparateur qui ne sait pas faire, c'est compliqué, le contradictoire. Ah oui, c'est compliqué. Ça nous contraint à faire beaucoup de pédagogie, à essayer de l'orienter vers des formations pour qu'il puisse se mettre à niveau, et puis aussi l'encourager, parce que la possibilité qu'on a, c'est de passer en cours de travaux pour voir où il en est et l'accompagner aussi dans la restructuration des tôles. Mais s'il ne sait pas faire, il ne sait pas faire. Donc, par exemple, vous tombez sur un réparateur qui n'a pas cette compétence-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous passez sur le remplacement ? Non, il faut qu'il l'essaye de toute façon. Donc l'expert, il est là pour ça aussi. On peut pas contraindre, mais à partir du moment où on sait que c'est faisable, en accompagnant, on arrive à trouver des solutions. Et puis la dernière, en dernier lieu, sur par exemple la porte qui était là, on pouvait aussi, si on trouvait pas d'accord, partir sur une pièce de réemploi. Oui. Et là, on n'en a pas parlé. On n'a pas chiffré avec une pièce de réemploi dans le dossier. Non, on n'a pas chiffré avec une pièce de réemploi. Ça aurait été intéressant aussi. Ça dépend d'où elle vient. Oui, mais là, sur celui-là, connaissant la technique des compagnons d'Olivier, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Réparation, on savait très bien mieux que la PIEC encore. Oui. Alors, quel message vous passeriez à tous les réparateurs en disant, mais pour que tout le monde soit capable de faire ça ?
Qu'est-ce qu'il faut? C'est un gros changement d'état d'esprit, un gros changement dans la formation des professionnels à l'origine, un changement d'état d'esprit des réparateurs. Je ne dis pas que vous êtes le chevalier blanc, mais quelque part, c'est quoi la problématique aujourd'hui si on ne rencontre pas des professionnels qui savent faire ça? Le premier lieu, c'est déjà de fidéliser son personnel, c'est qu'ils se sentent bien chez nous, en premier lieu déjà, et de les motiver. Donc pour cela, on commence par leur proposer de plus en plus de formations et de les valoriser grâce à ces formations. C'est de dire, tu as vu, tu es meilleur, leur donner des chantiers de plus en plus compliqués. Et bien sûr, les rémunérations qui vont derrière. Aujourd'hui, c'est pas malheureusement, je dirais, mais aujourd'hui, ça attrait tout le monde, surtout pour nos collègues. Tu leur as pas donné le lien pour le live? Non. À tes collaborateurs? Moi, ils sont bien payés. Puis je suis fier aujourd'hui, je suis fier de mon équipe. Et je suis content pour eux quand ils ont ils travaillent très bien. Et tout ça, alors, pour en venir à ça, même moi-même, il y a 5 ans de ça, on commençait déjà à parler de beaucoup de réparations, surtout le plastique. On faisait des réparations. Voilà, on est tous un peu dans notre ego à dire vas-y, moi je sais réparer. Mais on se les reprend en retour. Parce que ça revenait, ça tenait pas. Et un jour, je découvre le CESVI et j'y vais. Je me dis, je vais aller voir avant mes gars. Moi, je suis quand même technicien de formation et j'adore la réparation. Donc, j'ai dit, je vais y aller. Et j'y vais et je m'aperçois qu'on ne savait pas faire, tout simplement. Et de là, j'ai décidé, j'ai dit, tous les gars, ils vont aller en formation au fur et à mesure, mais que ce soit de la soudure, du redressage, de la réparation plastique. Et les gars, ils kiffent à 1000%. Vous saviez pas faire? Je ne savais pas faire. Ouais. Je faisais mal. Parce que le produit était nouveau, parce que la technique n'existe plus. Non. En gros, parce qu'elle a été distribuée par des commerciaux. Voilà, ils arrivent. Tiens, regarde, je te fais une démo. C'est la démo, elle est faite sur un coin de table. Alors, où on n'a pas entendu, à un moment, il fallait mettre un primaire, en gros. On n'a pas entendu qu'il fallait mettre le primaire, ou on a oublié, peut-être, je ne sais pas. Mais les réparations ne tenaient pas. Et on s'embrouillait avec les experts. Je vais être franc et go. Oui, je sais qu'il y a de la rivalité entre les deux des fois. Voilà, exactement. Et quand je revais en formation au CESVI, je découvre totalement. J'arrive là-bas, vas-y, tu fais ça, mais ça ne va pas tenir. Ah ouais, tiens, essaye. Et ça marche. Donc vous êtes excusé auprès d'experts? Mais complètement. Oui, c'est excusé. Non, mais l'intérêt de tout ça, et notamment du CESVI, c'est de nous permettre d'avoir des méthodes qui soient communes. C'est-à-dire que si on est chacun dans son coin à se former à des techniques qui sont nouvelles avec les nouveaux outils, si on y va chacun dans notre coin, on va avoir un problème au niveau de la méthodologie et du contradictoire. À partir du moment où on est capable de s'entendre et d'aller ensemble, de voir les nouvelles avancées technologiques, après, c'est... Bon, je ne dis pas que ça passe toujours crème, comme on dirait, mais on peut prendre facilement des accords contradictoires. Une question quand même au professionnel. Alors, il s'est fait plaisir. Il a réparé. Ouais, super, je sais faire des choses. C'est rentable? Oui, complètement. Oui. Oui. J'aurais pu gagner plus d'argent, en effet, si on aurait forcé la réparation sur une autre méthodologie. Maintenant, chez nous, c'est l'esprit, c'est réparer avant tout. Donc, axé sur la réparation, et quand on fait ce métier-là, on peut y trouver effectivement une rentabilité, une marche et un plaisir, une avec satisfaction. Avec des bons collaborateurs, bien formés. Parce que sinon, je pars à l'échec, c'est l'inverse. Alors, la vision de l'assureur dessus. Moi, je suis comblé. C'est bien. Je suis comblé, puis je pense que Christophe Petrinka doit l'être également, parce que, alors, c'était pas prévu qu'Olivier témoigne sur CESVI France, mais je crois que ça vient assez naturellement. C'est vrai que la formation, c'est pas rien, les moyens, c'est pas rien. Tu l'as dit aussi, Julien, on a le droit de se tromper, mais il faut essayer. Il faut essayer. Une réparation, ça peut se louper. S'il faut 2-3 heures de plus pour compenser, et puis faire en sorte que le carrossier n'intervienne pas à perte, et puis qu'il puisse faire quand même un bénéfice. Donc voilà, ça fait appel un peu au bon sens. Ça peut paraître évident, mais le droit à l'erreur, nous on le reconnaît. On demande à nos experts, il y en a plein qui sont dans la salle ou au bout de la caméra, et on le dit dès qu'on les réunit, le droit à l'erreur, il doit exister, et c'est comme ça que dans un temps long, on peut arriver à des résultats satisfaisants.
Une simple petite question, parce que je sais que les experts sont challengés sur justement le taux de réparation haute, mais ce que je viens là de voir, c'est que si un expert est face à un réparateur qui ne sait pas réparer, il ne peut pas aller au-delà de ce que peut faire le réparateur. Là, en l'occurrence, je pense qu'Olivier, de toute façon, tu aurais essayé si tu avais une équipe plus jeune, ou admettons que tu n'aies pas de compagnon disponible. Après, il y a la solution extrême, c'est de faire en sorte que le véhicule il soit réparé ailleurs. Oui, d'accord. Un partenaire Agrecovea qui ne pourrait pas prendre en charge ce type de réparation, il doit pouvoir accepter que le véhicule va changer d'atelier. Et ça, c'est pas tabou, je le dis en toute quiétude. Et je pense qu'Olivier, pas sur ce dossier-là, parce que celui-là, entre guillemets, c'est le dossier du quotidien, mais malheureusement, tous les carrossiers ne savent pas traiter. Mais un dossier plus exceptionnel, remarquable, où il faut mettre 25 heures, 30 heures, 40 heures de réparation, tout le monde n'est pas capable de le faire. On est dans la haute technicité. Alors, devant moi, j'ai une carrosserie Lecoq qui est spécialisée aussi sur des interventions XXL. Donc tous les carrossiers ne peuvent pas tout prendre. Donc ça, il faut aussi l'admettre. Et dans un réseau et une vie normale de partenariat, il faut accepter parfois de laisser partir une voiture pour un confrère qui sait faire. Et pour l'expert, c'est pas facile de trouver les bons garages réparateurs ou de faire de la pédagogie. Si, ça, on sait très bien où ils sont. Bon. On sait très bien où ils sont. Il y a pas de, ils sont identifiés et en règle générale, ils sont conventionnés aussi et agréés par les assureurs. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien, écoutez, merci pour ce cas. Je vois Rodolphe qui s'est levé. Je ne sais pas s'il a une question ou s'il L'ancien expert que je suis nous fait dire qu'on a mangé le temps. Donc, oui. C'est pas grave. Mais parce que les sujets sont passionnants, les gens sont passionnés. Juste une petite précision par rapport au gain économique qui a été présenté. On a fait le choix, malgré la thématique sur la réparation durable, de ne pas aborder le gain économique pour éviter les redites par rapport à la journée de l'an dernier avec la mesure carbone. Donc là, effectivement, on n'a axé que sur le gain économique, mais la réparation qu'Olivier a fait est aussi vertueuse sur l'économie carbone de réparer par rapport à remplacer. C'est écologique, vous confirmez. Et on l'a fait à distance. Donc, voilà. Puis la synthèse effectivement des clés de succès, c'est la volonté. Voilà. Quand on veut, on peut, comme dirait mon grand-père ou quelqu'un de bien attentionné. La capacité. Donc la capacité, c'est la formation. C'est le fait d'avoir des compagnons reconnus, à qui on laisse le temps aussi de se former et de découvrir les nouveaux équipements. C'est des moyens, et ça, les assureurs ont un rôle à jouer, les experts également, il faut donner les moyens. La valeur du T2, le nombre d'heures, ça c'est important. Et puis l'écoute, parce qu'on n'est que des êtres humains, et c'est en se parlant, et pas en communiquant via des boîtes mail qu'on arrive à traiter les sujets. Donc c'est un petit peu la synthèse des clés de succès de la réparation, et en particulier de la réparation remarquable. La réparation durable, c'est de laisser les hommes œuvrer et de s'inscrire dans une démarche constructive. Et je pense qu'on n'a pas le choix, on a tous des enfants, donc on leur doit aussi de préserver la planète. Et l'économie carbone, tu as bien fait Rodolphe d'en parler, elle est essentielle. Même sur un cas comme ça, on aurait pu le faire. C'est vrai que les outils ne sont pas encore complètement adaptés à ça, mais bientôt, via Carbone Risk ou quelques autres solutions, on sera en mesure aussi à chaque fois d'afficher le bilan carbone. Il y a EcoRepairScore, il y a tout. Voilà, faut que je cite tout. Alors, donc Leclerc, Auchan, Carrefour. On va être obligé d'arrêter. Merci en tout cas pour ce sujet. Alors Rodolphe, on n'a pas trop de retard quand même. Hein. Moi, par rapport à mon timing, on a 5-6 minutes, ce qui est pas énorme. À moins que j'ai pas le même timing que toi. Ah, j'ai pas le bon timing. Bon, ça va. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour ces explications et ce cas de concret.